Imaginez qu'à l'intérieur de votre esprit existe un tribunal invisible. Un juge sévère qui ne dort jamais, qui évalue chacune de vos pensées, chaque désir, chaque impulsion. Ce juge n'est pas né avec vous. Il a été construit, pièce par pièce, par les voix de votre enfance. Aujourd'hui, nous découvrirons comment se forme le surmoi selon Sigmund Freud. Cette partie de votre psyché qui agit comme gardien moral, comme écho éternel des premières figures d'autorité que vous avez connues. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez de la culpabilité, même quand personne ne vous observe? Pourquoi vous entendez la voix de vos parents dans votre tête, des années après avoir pris votre indépendance? La réponse se trouve dans l'une des découvertes les plus fascinantes de Freud sur l'architecture de notre esprit. Pour comprendre le surmoi, nous devons d'abord connaître ses voisins dans le royaume mental. Imaginez un iceberg flottant dans l'océan de votre conscience. À la surface, brillant sous la lumière du soleil, se trouve le moi. Votre personnalité consciente, rationnelle, qui prend des décisions quotidiennes. Mais en dessous, dans les profondeurs obscures, habite une créature primordiale. Le ça. Une bête d'impulsion pure, affamée de plaisir immédiat, sans morale ni restriction. Le ça ne connaît pas le nom. Il ne connaît que le je veux et le maintenant. Et le surmoi? Le surmoi est comme un ange sévère qui flotte au-dessus de cet iceberg, observant chaque mouvement, jugeant chaque impulsion du ça. C'est la voix qui vous dit « tu devrais » quand le ça crie « je veux ». C'est l'écho de toutes les interdictions, de tous les « ne fais pas ça » que vous avez entendus dans votre enfance. Comment naît ce juge implacable dans notre esprit? Selon Freud, le surmoi se forme pendant la petite enfance, approximativement entre 3 et 5 ans. C'est la période qu'il appelait la phase phallique, où se produit l'un des drames psychologiques les plus importants de notre vie. Imaginez un petit enfant qui vit dans un monde où ses parents sont des dieux omnipotents. Pour lui, papa et maman ont des pouvoirs magiques. Ils peuvent donner la vie ou l'ôter, récompenser ou punir, aimer ou rejeter. À cette période, l'enfant vit le fameux complexe d'Oedipe. Ce n'est pas seulement de l'attirance vers le parent du sexe opposé, comme beaucoup le croient. C'est une lutte profonde pour trouver sa place dans la constellation familiale. L'enfant désire occuper la place du parent du même sexe, mais comprend bientôt que c'est impossible et dangereux. Surgit alors une peur primitive, la peur de la castration symbolique, du châtiment pour ses désirs interdits. C'est ici qu'a lieu le moment le plus crucial dans la formation du surmoi. Confronté à l'impossibilité de vaincre le père, l'enfant fait quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de continuer à lutter, il décide « si tu ne peux pas les vaincre, rejoins-les ». Ce processus s'appelle l'identification à l'agresseur. L'enfant littéralement avale, intériorise, absorbe la figure paternelle. Imaginez que l'enfant prenne la voix du père et l'installe définitivement dans son esprit. Cette voix devient le noyau du surmoi, un père interne qui continuera à juger et contrôler ses impulsions pour toujours. C'est comme si l'enfant disait « Tu n'as plus besoin de me punir de l'extérieur, car maintenant je peux me punir de l'intérieur ». Cette identification résout le conflit oedipien, mais à un prix très élevé. L'enfant renonce à ses désirs originels et accepte les règles de l'adulte comme siennes. Les parents ne sont pas les seuls constructeurs de ce tribunal intérieur. Le surmoi est comme une cathédrale psychologique, construite par multiples architectes au fil des années. D'abord, il y a les parents, les maîtres constructeurs. Leur voix forme les fondations. « Ne fais pas ça, c'est mal ». Les enfants sages ne se comportent pas ainsi. Puis arrivent les enseignants, ajoutant de nouvelles tours de règles académiques et sociales. Les chefs religieux ajoutent des vitraux de morale sacrée. Les entraîneurs sportifs construisent des colonnes de discipline et de compétition. Chaque figure d'autorité que nous respectons ou craignons laisse son empreinte architecturale dans notre surmoi. Mais il y a quelque chose de fascinant. Nous n'intériorisons pas les personnes réelles. Nous intériorisons des versions idéalisées et exagérées d'elles. Le père interne du surmoi est plus sévère que le père réel.
C'est comme si nous prenions la version la plus stricte de chaque figure d'autorité et la gravions dans notre esprit. Comment opère ce juge intérieur dans votre vie quotidienne? Le surmoi utilise un outil très spécifique, la culpabilité. La culpabilité est son fouet psychologique, sa manière de vous maintenir dans le rang. Imaginez que vous marchez dans la rue et trouvez un portefeuille plein d'argent. Votre ça murmure immédiatement. Prends-le, personne ne te voit. Votre moi rationnel évalue les options pratiques. Mais votre surmoi crie avec la voix de votre mère. Comment peux-tu seulement penser à ça? Cette sensation de malaise, cette voix qui vous dit que quelque chose ne va pas, même quand personne d'autre ne le saurait, c'est votre surmoi qui travaille. Pour Freud, la culpabilité n'est pas seulement une émotion négative, c'est la preuve que vous avez un système moral interne qui fonctionne. C'est le signal que vous avez intériorisé avec succès les règles de votre culture. Le surmoi ne s'arrête pas dans l'enfance. Il continue d'évoluer tout au long de la vie, alimenté par la société. Pensez à votre surmoi comme un smartphone psychologique qui télécharge constamment de nouvelles mises à jour morales. La société agit comme un père collectif gigantesque. Les lois, les traditions, les attentes sociales, les médias, tout cela s'intègre dans votre système moral interne. Par exemple, il y a 50 ans, le surmoi de beaucoup de personnes incluait des règles strictes sur le divorce ou le travail féminin. Aujourd'hui, ces mêmes règles peuvent avoir été remplacées par de nouvelles normes sur l'environnement ou l'inclusion sociale. La société ne nous dit pas seulement ce qui est bien et ce qui est mal. Elle nous dit qui nous devrions aspirer à être. Elle crée ce que Freud appelait le moi idéal, une image parfaite de nous-mêmes que nous ne pourrons jamais atteindre complètement. Et puis, elle nous punit psychologiquement de ne pas être cette version parfaite. Mais le surmoi peut se transformer en tyran impitoyable. Imaginez que votre juge intérieur soit devenu fou de pouvoir. Il ne se contente plus d'évaluer vos actions. Maintenant, il juge vos pensées les plus intimes. Cela arrive quand le surmoi devient trop rigide ou punitif. La personne vit dans un état constant d'autocritique et de culpabilité. Je ne suis pas assez bien, je devrais en faire plus. Je suis un échec. Ces voix peuvent devenir si fortes qu'elles dominent complètement la personnalité. Freud observa que beaucoup de symptômes névrotiques proviennent d'un surmoi tyrannique. La dépression, l'anxiété, les comportements obsessionnels sont souvent le résultat d'un tribunal intérieur qui n'est jamais satisfait. C'est comme vivre avec un critique interne qui ne dort jamais, qui examine chaque pensée avec une loupe morale implacable. Paradoxalement, les personnes avec les surmois les plus sévères ont souvent eu des parents très stricts ou, au contraire, très permissifs. Dans les deux cas, l'enfant intériorise une version extrême de l'autorité. Est-il possible de se rebeller contre ce père interne? Freud croyait que la connaissance de soi était la clé. Quand vous comprenez que les voix dans votre tête ne sont pas originellement vôtres, mais des échos de figures du passé, vous pouvez commencer à les remettre en question. C'est comme découvrir que le magicien d'Oz n'est qu'un homme derrière un rideau. Une fois que vous voyez le surmoi pour ce qu'il est vraiment, une construction psychologique, pas une vérité absolue, il perd une partie de son pouvoir sur vous. Le processus thérapeutique, selon Freud, consiste à rendre conscient l'inconscient, à démasquer les voix internes et leur demander « Qui êtes-vous vraiment? D'où venez-vous » Souvent nous découvrons que nous vivons selon des règles qui n'ont plus de sens pour nous. Des règles que nous avons adoptées quand nous avions 5 ans et que nous n'avons jamais remises en question. La maturité psychologique implique de développer un surmoi plus flexible. Un système moral qui peut s'adapter, qui peut distinguer entre principes fondamentaux et règles obsolètes. Le concept du surmoi de Freud reste pertinent plus d'un siècle après. Nous vivons à une époque où les figures d'autorité traditionnelles ont perdu leur pouvoir, mais le surmoi a simplement trouvé de nouveaux architectes. Les réseaux sociaux sont devenus un surmoi collectif gigantesque. Chaque like, chaque commentaire, chaque réaction nourrit notre juge intérieur.
Les influenceurs sont les nouveaux parents psychologiques de millions de personnes. Leur voix s'intègre dans notre système moral, définissant ce qui est bien et ce qui est mal à notre époque. Mais voici le paradoxe final. Nous avons besoin du surmoi pour fonctionner en société. Sans lui, nous serions des psychopathes sans conscience morale. Avec un surmoi trop sévère, nous devenons nos propres geôliers. L'équilibre consiste à reconnaître que nous portons en nous les voix de notre passé, à honorer la sagesse qu'elles nous ont transmise, mais aussi à avoir le courage d'écrire nos propres règles quand c'est nécessaire. Car au final, la véritable croissance psychologique ne consiste pas à détruire le père intérieur. Elle consiste à le transformer d'un tyran en un conseiller sage. Votre surmoi est à la fois votre prison et votre boussole morale. La clé est d'apprendre à l'écouter sans en être l'esclave.